parle souvent des artistes à partir de leurs œuvres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui précède, les inspirations, les pensées et préoccupations des artistes. L'œuvre en puissance. Je suis Oriane Emery et vous écoutez En Aparté, le podcast qui dévoile la face cachée des artistes et de leur création. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode très spécial car c'est le premier hors-série du podcast En Aparté. Alors je vous entends déjà, mais Oriane, pourquoi donc faire un hors-série ? Et la réponse est simple, parce que c'est cool. Non, plus sérieusement, j'ai saisi une opportunité d'utiliser ce média pour creuser un sujet qui me tient à cœur. J'ai découvert récemment l'association Arviva et son ambition de mettre en place des actions autour d'un art plus durable, c'est-à-dire conscient de son impact écologique, et ça m'a interpellée. Je me suis dit que ça pourrait sans doute vous intéresser aussi, si vous êtes sensible aux problématiques de développement durable, d'écologie, et à cette réflexion dans le milieu de l'art et en l'occurrence dans l'industrie du spectacle vivant. Pour ma part, je n'avais jamais réfléchi à l'impact carbone d'un groupe d'artistes en tournée autour du monde par exemple. Et c'est précisément pour ces raisons que l'association Arviva a été créée. Pour imaginer des actions concrètes à mettre en place pour tous les acteurs de ce secteur, que ce soit des artistes, des techniciens, des administrateurs, mais aussi au sein de l'écosystème dans lequel ils évoluent, comme l'industrie des transports, l'hôtellerie ou la restauration par exemple. Et pour en discuter, je reçois au micro Solveig Barbier, administratrice d'une salle de spectacle à Évian et cofondatrice de l'association Arviva. Ensemble, nous avons parlé des ambitions de cet asso qui a vu le jour en juin 2020, de leurs actions et des outils concrets qu'ils mettent à disposition comme leur charte d'éco-responsabilité et en préparation leur calculateur d'empreinte carbone. On a aussi abordé des sujets plus généraux autour de la responsabilité des acteurs du spectacle vivant, et notamment des financeurs de ces projets artistiques dont les choix d'attribution impactent vraiment tout le reste. On a parlé du rapport presque paradoxal entre les petites actions du quotidien en comparaison avec toutes les actions à imaginer et à assurer à l'échelle d'une industrie pour véritablement faire changer les choses et avoir un impact positif. On a aussi parlé du rôle des artistes qui, par leurs œuvres, participent à la création d'imaginaires et véhiculent des messages qui peuvent influencer positivement notre monde tel qu'il est et tel qu'il sera dans les années à venir. Solveig a aussi rappelé l'importance de ne pas faire de l'écologie une doctrine culpabilisante ou 100% contraignante, mais plutôt de voir ces changements comme une évolution nécessaire pour permettre aux artistes de continuer à faire profiter au monde de leur création. Et bien évidemment de garder en tête que tout cela prend du temps, mais qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, se poser des questions et surtout faire de son mieux. Sur ce, je vous laisse découvrir cette nouvelle conversation en aparté et hors série. J'espère qu'elle vous plaira. Bonne écoute. Salut Solveig. Salut. Est-ce que tu peux te présenter et présenter l'association Arviva, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Alors, moi, je suis Solveig Barbier. Je travaille dans le milieu du spectacle vivant depuis que j'ai été diplômée à l'école où on était ensemble avec Oriane. Et actuellement, je travaille dans une salle de concert qui s'appelle La Grange au Lac, qui est à Évian. Qui est une salle de concert qui accueille des festivals. Et par ailleurs, j'ai créé donc co-créé l'association Arviva en juin dernier. Arviva, ça vient pour Art Vivant, Art Durable. Et ce titre est un tout petit peu mensonger parce qu'on parle de spectacle vivant, principalement, et pas de tous les arts. L'idée, c'est né du constat que le spectacle vivant et la culture de manière générale se sentaient un peu exempts de penser à son empreinte écologique, environnementale, et d'un engagement personnel à faire bien son petit tri, à faire attention à pas acheter de vêtements neufs, à manger végétarien, et puis par ailleurs, en fait, de prendre l'avion tous les mois. Dans le cadre de ton boulot. Exactement. Et donc, ça c'est un peu... ça a commencé par une petite dissonance cognitive de se dire, mais mince, mais je fais hyper attention chez moi, et puis en fait, je fais 10 fois pire quand je vais au travail, et puis en plus, j'incite des gens à faire des choses comme ça. Et on était plusieurs à penser ça. Et bon, on s'est un peu retrouvés autour de ce thème et on a créé Art Vivant, Art Durable, Arviva en juin avec l'idée d'avoir plusieurs missions, déjà de se mettre en réseau parce qu'on ne sait pas du tout par où commencer. En général, on se dit, bah oui,
il y a une question, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire au travail? Enfin, là, moi, je fais des spectacles, qu'est-ce que je peux faire? C'est une bonne idée, mais comment on y va, quoi. Ouais, exactement. Donc, il y avait un peu la question aussi de la mise en action, de se dire, ah bah ouais, toi, tu fais ça, moi, je vais acheter des gourdes pour mes musiciens, ah bah non, mais fais pas ça, parce que tu sais, on a la moitié des musiciens en commun, et moi, je leur ai déjà acheté des gourdes, donc c'est débile si tu rachètes des gourdes. Donc, c'était un peu des trucs hyper, très terre à terre, sur des petits gestes, mais en fait, qui venaient même de... Enfin, moi, de ma part, une méconnaissance totale des ordres de grandeur, des indicateurs, etc. Et puis on s'est dit, bah, et en plus, dans le spectacle vivant qui est largement, même si pas assez subventionné aujourd'hui en France, il y avait l'idée, mais en fait, comment ça se fait que les financeurs posent pas du tout la question de la durabilité. C'est pas un critère, en fait. C'est absolument pas un critère. Alors ça commence à le devenir, mais c'était absolument pas un critère. Ou alors c'était dans les dossiers de subvention une petite ligne en mode cocher cette case. Oui, je fais attention. Oui, je fais attention à l'environnement, tu sais. Et voilà. Et donc t'as bien ta subvention. Enfin, il y a plein d'autres critères et je dis pas du tout que c'est facile de recevoir une subvention, mais on trouvait ça dommage que notamment il y avait des aberrations sur une logique de subventionnement à l'international qui était hyper forte. Quand t'es dans une compagnie, on t'incite beaucoup à aller jouer loin. Enfin, c'est très bien d'exporter la musique française ou le spectacle vivant français. Et du coup, de prendre l'avion. Et du coup, prendre l'avion. Et donc, du coup, tu te retrouves dans des schémas, des fois, où on va le ministère de la Culture, ou en tout cas, ou des sociétés parapublics vont te financer pour aller faire une date au Japon, en fait. Et du coup, ça nous semblait un petit peu aberrant de se dire, mais en fait, au-delà, enfin, ça incite à ce genre de sujet. Et c'était un peu aussi repensé. Mais en même temps, c'était très flou, tu vois. On voyait qu'il y avait une incohérence. Quelque part, on se disait, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'on se pose pas cette question-là? Est-ce que, en fait, finalement, peut-être qu'on fait suffisamment des choses super bien, on est dans la culture, c'est trop chouette, on n'a pas besoin de se poser cette question-là? Mais il y avait un espèce de flou de se dire, mais comment ça se fait que même la question de l'écologie, elle se pose pas du tout dans le spectacle vivant? Et on était plusieurs à ça, et puis à avoir une dissonance cognitive de je fais tout bien à la maison, et puis j'arrive au travail et je fais n'importe quoi. Donc c'est un peu de ça, c'était très flou, l'asso est né de ça, de constats de personnes un peu désabusées sur ce sujet-là. Et envie de faire quelque chose pour changer ça. Envie de faire quelque chose. Et puis, en fait, surtout au début, on se rendait pas du tout compte de l'ampleur de la tâche. En fait, comme quand t'as l'impression de connaître quelque chose parce qu'en fait, tu t'as pas du tout lu aucun bouquin sur le sujet. Donc, du coup, t'es persuadé que, tu sais très bien de quoi tu parles. Et puis, en fait, tu lis, tu découvres, tu regardes des trucs et tu te dis, mais en fait, vraiment, là, ce que je pensais savoir, c'est vraiment le petit bout de la surface émergée de l'iceberg, en fait. Et donc, aujourd'hui, on est en plein questionnement, de structuration de l'association, mais les questionnements sont pas du tout aboutis sur plein de sujets et on n'a pas de solution toute faite. Mais il nous semblait quand même super important et primordial de se mettre en réseau et de même pas humainement de se sentir moins seul, mais de s'entraider et puis d'arrêter de faire les choses chacun dans son coin. On parle aussi d'un secteur qui est hyper morcelé. Il y a plein de petites compagnies, il y a énormément de postes intermittents, beaucoup plus que dans un autre secteur, évidemment. Et donc, du coup, il y a aussi une circulation de l'information qui est pas forcément... qui est pas forcément pas très bonne ou pas facile, en tout cas. Et donc, on voulait faciliter la circulation de l'information sur ce sujet-là. Et il n'y avait pas de structure qui le permettait, donc voilà, un petit peu la genèse de l'association. Super. Et c'est quoi l'art durable, alors ? C'est typiquement une question à laquelle on n'a pas de... moi, j'ai pas de réponse toute faite, et je pense pas que Hervieux en ait une particulièrement. On se rend compte... c'est toujours un peu comme ça, on commence à critiquer les choses, et puis on se dit, oui, mais si je critique la manière dont c'est fait aujourd'hui, il faut que je trouve une proposition autre. Et il y a l'idée de... En tout cas, c'est un art, ou en tout cas un spectacle vivant qui est conscient de son impact. Là, ça me paraît en tout cas essentiel de se dire, on peut pas être dans le déni total et se dire, mais en fait, j'ai pas besoin d'y penser. Et il y a aussi une question qui est absolument centrale, qui est la position du spectacle vivant et de l'artiste, qui est celle de quand même créer des imaginaires, de donner, de proposer une image d'une société. Et l'art durable, pour moi, il doit proposer ça, en fait, donner envie. C'est-à-dire que c'est la manière aujourd'hui dont on va pouvoir s'imaginer dans une société qui sera plus soutenable. Il y a que les artistes qui peuvent inventer pour nous une manière de faire, une manière de vivre
qui est souhaitable. Et en fait aussi, c'est la manière de transformer l'écologie de la contrainte à quelque chose qui est innovant et qui donne envie. Parce qu'aujourd'hui, on imagine c'est beaucoup... pas juste une charte de ne pas faire ci, ne pas faire ça. Exactement, parce qu'en fait, c'est beaucoup vu comme ça. Et on voit aussi la couverture de Valeurs Actuelles, je sais pas, cette semaine, qui était les écolos, ils sont anti-tout, ils sont anti-joie de vivre. Et en fait, c'est même de manière générale une... Enfin, pas forcément dans cet extrême-là, mais c'est un propos qu'on nous dit souvent bah oui, vous voulez contraindre le spectacle vivant, la culture, c'est un secteur qui souffre déjà de beaucoup de manque de financement, de difficultés, et là, vous voulez rajouter une contrainte d'éco-responsabilité, et en fait, c'est absolument pas le cas. Enfin, c'est juste de revoir les critères. Forcément, il y a plein de contraintes. On voudrait juste que l'écologie soit une contrainte prise en compte au même titre qu'une autre. En fait, aujourd'hui, la seule contrainte qui existe sur le spectacle vivant, enfin, la plus grosse, c'est la contrainte économique. Il n'y a pas d'argent et donc, du coup, on décide ou non de pas faire un projet parce que on n'a pas les financements, parce que un tel ou une telle n'a pas voulu nous donner les financements, enfin, tel subventionneur, tel mécène, tel sponsor. Et donc, on se dit, mais en fait... et donc ces financements, enfin les choix de financement, ils découlent de plein d'autres critères que sont la visibilité, enfin il y a plein de critères, il y a jamais l'éco-responsabilité dans le lot, quoi. Mais du coup sur la réponse de l'art durable, c'est un peu difficile de dire c'est juste un art qui est conscient et qui est conscient aussi de son pouvoir de faire changer les choses d'un point de vue de la création des imaginaires et aussi du point de vue de la position à la croisée de tous les secteurs de l'économie qui est le spectacle vivant. Quand on est dans la culture, on consomme dans tous les autres secteurs, que ce soit le secteur des transports, le secteur du numérique, le secteur de la construction, le secteur du bâtiment, les lieux de culture. Et donc en fait, si on commence à se poser la question de la manière dont fonctionne le spectacle vivant, on re-questionne en fait la manière complète dont fonctionne la société, parce que partir en tournée ou créer un spectacle, c'est recréer une petite société en fait avec tout, vraiment absolument tous les éléments qui constituent la société. Donc en fait, si on se pose cette question à cette échelle-là, ça permet aussi de donner une structure idéale, enfin en tout cas de réfléchir à la manière dont est structurée la société plus largement, quoi. Et est-ce qu'il y a une volonté aussi de donner l'exemple ou pas vraiment? Bah en fait quelque part, il y a une idée d'inciter en tout cas. Donner l'exemple, en fait, il n'y a pas cette question d'exemplarité qui est quand même souvent souvent opposée aux personnes qui pensent l'éco-responsabilité de ah oui, tu prends plus l'avion, mais là je t'ai vu, t'as mangé un yaourt avec du plastique autour, et on te dit mais enfin voilà. Il y a l'idée de faire sa part par le spectacle vivant. Tous les secteurs doivent transitionner, mais le spectacle vivant doit faire sa part. Et il y a en effet donné l'exemple dans l'idée de il y a un public du spectacle vivant, et donc il y a nous au niveau on est des professionnels de l'administration du spectacle vivant dans tous les métiers. Il y a donner l'exemple aux artistes qu'on accompagne, qu'on accueille, enfin ou donner l'exemple ou donner à penser ou accompagner dans leur transition en fonction de là où ils en sont, et dans la place de l'artiste de comment tu donnes l'exemple ou comment tu donnes à voir quelque chose à un public, en effet, ouais. Et concrètement, est-ce que par exemple parmi les actions que vous proposez, est-ce qu'on peut estimer que, par exemple, une compagnie de musique, un orchestre, qui veut mettre en place des actions pour réduire un petit peu son empreinte carbone, est-ce que ça coûte plus cher ou est-ce que quelles sont éventuellement les contraintes associées à ça? Parce que, bon, évidemment qu'on imagine tous les bénéfices, mais quelles sont les contraintes? Et a fortiori, est-ce qu'après, pour le spectateur qui va voir un concert, qui va voir un spectacle de danse, est-ce que ça va lui coûter plus cher si cette compagnie se met en transition un petit peu? Bah, c'est absolument pas le souhait, en tout cas. D'ailleurs, là, les premières... on a un groupe de travail à Arviva qui réfléchit sur la question de la structure idéale et qui est très pompeusement appelé le nouveau modèle du spectacle vivant. Même s'il y a plusieurs modèles, etc. Mais c'est en gros réfléchir un peu à cette structure idéale et d'ailleurs pouvoir répondre à cette question de qu'est-ce que c'est que l'art durable, qui est très vaste. Et une de nos mesures, c'est de se dire en fait ce qu'il faudrait, c'est même que ce soit gratuit, que tout le monde puisse avoir accès au spectacle vivant gratuitement. Donc c'est absolument pas le souhait que ça se ressente sur le spectateur. Et sur la question du coût, bah en fait ça dépend vraiment des postes, parce que quand on décide de prendre le train au lieu de prendre l'avion pour aller à une date, disons à Berlin,
ça veut dire que les artistes doivent se déplacer la veille, donc avoir une nuit d'hôtel en plus. L'avion, ça coûte souvent plus cher et tu prends les billets plus tard que l'avion, donc t'as une variabilité qui est plus forte. Donc là, ça coûterait plus cher. Et puis, imaginons que tu veuilles indemniser tes artistes parce que tu les mobilises sur une journée supplémentaire, donc ça te coûte de l'argent supplémentaire, tu les nourris, enfin tous les frais qui peuvent être liés à ça. C'est pour ça que les subventions doivent aussi s'adapter à des compagnies ou en tout cas des acteurs du spectacle vivant qui voudraient transitionner. Oui, et en fait c'était d'ailleurs un des constats initiaux, c'est que par exemple tu voulais... moi je travaillais dans un ensemble de musique baroque qui s'appelait l'ensemble Correspondance, on voulait payer la taxe carbone, donc ce qui était vraiment le tout début d'une mesure, quoi. Enfin, on n'est pas sur un truc... et on pouvait pas l'intégrer dans notre budget éligible de notre subventionnement. Donc par exemple tu peux intégrer le coût de tes avions, le coût de machin, et bon... Et par contre, tu peux pas intégrer ta taxe carbone, enfin ta compensation carbone sur le truc. Et donc du coup, c'était même hallucinant. Et de la même manière, voilà, tu prenais le train, ça te coûtait 2 fois plus cher, et ta subvention n'était pas réévaluée à l'aune de cette idée. Donc, en effet, il y a des choses qui coûtent vachement plus cher. Après, il y a des économies qui peuvent être faites sur plein d'autres choses. Quand on considère les décors et la question de l'éco-conception, par exemple, ça coûte du temps, en fait. Donc, ça coûte de l'argent. Mais si tu passes au matériel, ça coûte pas plus cher si tu fais de la récupération. Donc, évidemment que les financements, c'est vraiment le nerf de la guerre, mais comme dans absolument tout dans le spectacle vivant. Oui, c'est sûr. Et qu'on a besoin de financement pour plein de choses. En fait, c'est pas tellement une question de ça coûte plus cher ou moins cher, mais plus une question de comment tu rediriges les choses. Et bien sûr qu'il faut plus d'argent pour la culture, évidemment. Oui. Mais en tout cas, c'est pas du tout sur le spectateur que ça se ressent, d'aucune manière. En tout cas, pas sur le coût de l'achat de la place. Du tout. Ouais. Et est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus en détail sur les différentes actions de l'association ? J'ai vu que vous proposiez un guide à destination des acteurs du spectacle vivant pour justement un peu analyser cet impact et proposer des solutions, parce qu'on est toujours dans cette idée-là. Vous voulez aussi développer une plateforme d'idées pour créer une veille aussi internationale sur les bonnes solutions qui peuvent exister, même au-delà des frontières de la France. Et surtout, on l'évoquait, exercer un lobby auprès des financeurs du spectacle vivant, puisque évidemment, ça va demander aussi de réorganiser toute l'industrie. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail ? Ouais, bien sûr. Alors, en fait, au tout début, on voulait faire un label, pouvoir labelliser les structures qui étaient adhérentes à Arviva. On s'est rendu compte que c'était complètement utopique parce que à notre niveau, avec 9 bénévoles, c'était un peu difficile d'avoir un conseil de décision sur... il faut comparer en fait au cas par cas, et on n'avait pas du tout les connaissances, etc. Donc on s'est dit on va faire plutôt un guide pour l'action pour rassembler plein de bonnes idées dans les secteurs, dans 10 thèmes que sont la restauration, l'hôtellerie, les transports, le bureau, la technique, le mécénat, et 3 autres que j'oublie, mais qui sont surtout sur le site, tout est en libre accès. Okay. L'idée, c'était en fait de se dire il faudrait que chaque structure se dote de sa propre charte d'éco-responsabilité. Et donc, pour ce faire, voici tout plein d'idées de ce que vous pouvez mettre dans votre charte. Et après, vous piochez en fonction de ce que vous pouvez faire. Et tu fixes toi-même quelles sont tes limites. Est-ce que tu considères que tu te fixes que tu ne prendras plus jamais l'avion sur les vols intérieurs ? Ou est-ce que tu considères que tu ne prendras plus jamais l'avion pour tout ce qui est à moins de 3000 km ? Chacun fixe le seuil là où il a l'impression que c'est possible. Et puis, évidemment, le souhait est que ce soit progressif. C'est-à-dire que la première année, tu te dis... on dit que c'est 1000 km, et puis l'année 2, tu te dis, maintenant, c'est plus de 2000 km. Et donc ça, c'était un premier truc, donner des outils hyper concrets pour faire sa charte. Là, on est en train de développer un autre outil, on va commencer à développer, j'espère, un nouvel outil qui est un calculateur d'empreinte carbone pour les structures du spectacle vivant. Parce qu'en fait, il y a une méconnaissance... il n'y a pas une méconnaissance, mais... comme dans la société, pareil, quand toi t'es avancé, que tu discutes avec des gens qui connaissent un peu ce que c'est qui sont au courant de ce que c'est qu'une empreinte carbone, qui savent un peu faire les ordres de grandeur entre le train, l'avion, la voiture, le vélo, qui savent si c'est mieux de construire un truc en bois ou de le construire en métal. T'as l'impression que tout le monde est au courant, et en fait, tu discutes avec des gens. Quoi. Pas du tout. Et donc, du coup, il y a un outil, il y a vraiment une intention hyper pédagogique d'augmenter la connaissance collectivement. Et aussi parce qu'en fait, on n'a pas du tout accès à ces informations-là dans nos formations. Et c'est absolument nécessaire que dorénavant, on soit dans les formations qu'on suit. Oui, puis c'est hyper vaste, en fait, comme tu disais, entre tous les postes, tous les acteurs. Ça va vraiment
comment on fournit le repas des artistes, comment on les fait voyager, peut-être même les instruments aussi, comment on les fait voyager. Voilà, toute la technique, comme d'où elle vient, est-ce que tu prends des LED ou des projecteurs classiques, comment tu construis tes décors, et puis en fait, surtout avec l'idée que toute la chaîne du spectacle vivant doit être associée dans cette idéologie. Enfin, même si c'est pas tellement une idéologie, c'est pas une opinion, quoi. C'est dynamique, c'est une réalité, quoi. Mais tu pourras pas, toi, quand t'es t'es administrateur d'un ensemble enfin, ou à n'importe quel poste, je veux dire, d'une salle de concert, si les artistes qui viennent n'ont pas envie de prendre le train, bah, il faut quand même que tu arrives à les convaincre. Si ils n'ont pas envie de manger végétarien parce qu'ils considèrent que manger de la viande c'est absolument nécessaire, bah il faut que tu arrives à les convaincre. Et donc ça veut dire que si tu vas dans une salle de concert et que tu dis à la salle de concert, bah moi j'aimerais bien qu'il y ait pas de bouteilles d'eau en plastique dans les loges, et ben il faut que bah non mais c'est compliqué, on en met d'office. Ou si tu demandes à l'hôtel dans lequel tu loges de pas avoir d'échantillons dans les chambres, ils vont dire c'est compliqué, on sait pas dans quelle chambre on vous met. Enfin, et donc en fait si tout le monde ne s'y met pas, il faut absolument que ça soit complètement transversal, sinon ça bloque assez vite, quoi. À la fois, je trouve que la volonté est hyper noble, et en même temps je me dis sur des événements en tournée, comment on fait en fait concrètement, parce que vous, j'imagine qu'aussi en tant qu'administrateur vous avez tellement de choses à gérer en termes de logistique, etc. Si en plus vous devez vous assurer que tous vos prestataires et tous ceux qui vont travailler avec vous suivent cette charte là, j'imagine que c'est aussi beaucoup plus de préoccupations. Et est-ce que les gens ont envie de se préoccuper de ça et le temps de s'en préoccuper? Bah, l'idée, c'est en fait surtout de changer la norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous paraît pas du tout aberrant d'acheter des petits paquets de chips dans un grand paquet de chips, ou d'acheter des petits paquets de dragibus dans un grand paquet de dragibus. Enfin, en fait, c'est autorisé aujourd'hui dans les supermarchés, quoi. Et en fait, l'idée, c'est en fait de se dire que ça devrait même pas être envisageable de faire autrement que de penser chacun son activité de manière éco-responsable, et qu'à terme, en fait, tout le monde soit tellement responsabilisé sur ce sujet-là que ce soit pas une normalité. Personne n'ait besoin de penser pour d'autres, de poser ces questions-là. Et donc du coup, ça, pour revenir en plus un peu à la question que tu te posais avant, c'est qu'il y a cette question de mise en réseau et de se dire qu'il y a quand même les salles de concert, elles accueillent plusieurs artistes tous les ans, etc. Il y a les intermittents, ils passent des fois de compagnie à d'autres compagnies, dans tous les secteurs. Et du coup, il y a la question de se dire si on est plusieurs à demander la même chose, on va avoir plus d'impact. Et donc du coup, si quand on va tous à l'hôtel Trucmuche où on loge tous nos artistes quand on est à Paris, peut-être que si je suis juste une compagnie, moi, et que je pose la question, est-ce que vous pouvez nous loger, arrêter de mettre 1000 serviettes dans les chambres, arrêter d'allumer la lumière avant qu'on arrive, ils vont dire on a un peu la flemme. Si t'es 50 compagnies à poser la question, les mecs ils commencent un peu plus à réfléchir, ils vont changer aussi. Donc il y avait cette idée de se réunir et surtout d'éviter de refaire les choses 1000 fois, c'est-à-dire que en fait du coup une des compagnies peut se charger d'envoyer un mail en disant salut, on est 50 et on aimerait bien que vous changiez les choses. Là où alors on considère que c'est bien que les 50 personnes envoient le truc, mais en fait de montrer qu'il y a un mouvement global et que c'est pas le fait de quelques individus je comprends, complètement illuminés qui voudraient changer le monde à leur place. Surtout que tu vois, à l'échelle par exemple les échantillons dans les hôtels, ça paraît vraiment dérisoire comme action, et on se dit si pour cette fois, pour cette compagnie, pour ces 10 chambres ils mettent pas d'échantillons, l'impact va pas être dingo. Mais c'est le cas, enfin c'est pas énorme, et c'est aussi pour ça, c'est qu'au début on commençait sur des petits gestes, parce que aussi on a une énorme culpabilisation de l'individu en fait dans l'écologie, et de dire que c'est les individus qui doivent faire bien le tri chez eux et bien éteindre la lumière, éteindre l'eau quand on se lave les dents. Enfin, combien de fois on a entendu ça quand on était enfant, tu vois. Oui, c'est clair. Et en fait on a l'impression que l'écologie c'est ça, alors qu'en fait aujourd'hui dans le spectacle vivant, la première source d'impact c'est le transport du public et des artistes. Et puis et même hyper globalement, c'est-à-dire que si moi demain j'arrête de consommer, j'achète plus rien, je fais mon truc en permaculture, etc. En fait, j'aurais très peu réduit mon impact. Enfin, si je continue à vivre à Paris et que j'achète tout local, etc. En fait, j'aurais très peu réduit mon impact. J'aurais réduit d'à peine. Ouais, c'est ça. En fait, la clé, elle est pas dans la main des individus, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'on a aussi qu'on a pris. Dont on a pris conscience au fur et à mesure. Au début, on était sur un truc très à l'échelle de... On fait des petits gestes, etc. On enlève des échantillons, et c'est très bien. Enfin, je veux dire, il faut pas
il faut pas s'empêcher. Voilà. Mais en effet, en termes d'impact, c'est pas là où tu changes les choses. Même les bouteilles plastiques, qui est un combat absolument nécessaire. Et je dis pas qu'il faut laisser allumer la lumière et qu'il faut laisser couler l'eau quand on se lave les dents. Mais c'est juste que on est très culpabilisé sur des petits gestes, alors qu'en fait, l'impact, il est en termes de secteur et de filière et de structure. C'est le volume, en fait, qui fait que... Ouais, et surtout de calibrer, enfin, comment dire, de choisir ses combats. Sur le transport, par exemple, il y a un énorme sujet et on voit, enfin, là, on n'a pas encore... Enfin, on a de l'impact un petit peu, mais ça serait génial de pouvoir faire changer les choses de ce point de vue-là, quoi. Et est-ce que... voilà, ça fait plusieurs mois que vous avez lancé l'association. J'imagine qu'il y a des personnes qui sont très ambassadrices et qui ont envie de vous accompagner et de se dire bah oui, vous avez raison, il y a plein de choses à faire et faisons-le dès le maintenant. Mais est-ce que aussi vous n'avez pas affaire à des détracteurs qui seraient plus en mode bah oui, mais bon, il faut bien... Enfin, la culture, c'est très important et l'art ouvre tellement de choses qu'on peut pas empêcher des gens de Tokyo d'écouter de la musique baroque française. Oui, carrément. Je fais une espèce de caricature, mais quelle réponse vous avez à ces détracteurs? En fait, il y a... C'est un des principaux... d'ailleurs, c'est un des principaux sujets. La question de la diffusion à l'international, elle est centrale. Déjà, moi, ce que je remarque, c'est que souvent, on nous dit « Ah oui, il faut que les Français aillent à l'étranger. » Par contre, on pense jamais au fait que les étrangers doivent venir en France. Tu vois, personne ne se plaint parce qu'aujourd'hui, les musiciens argentins, ils ont vraiment beaucoup de difficultés à venir en France parce que c'est beaucoup plus dur pour eux de trouver des financements, etc. Donc, c'est toujours dans ce sens-là qu'on a la réponse. Ouais. Et en fait, en effet, on a beaucoup de détracteurs et en fait, c'est juste que, pour nous, c'est juste une question de critères. Enfin, pour moi, c'est juste une question de critères. En fait, tout ça résume à dire... vous mettez une contrainte supplémentaire au spectacle vivant, comme si aujourd'hui le spectacle ou l'art était sans contrainte aucune. Alors qu'en fait, il y a déjà d'énormes contraintes financières. Combien d'artistes ne peuvent pas réaliser leur projet? Enfin, et puis, je pense qu'il y a très peu d'artistes sur cette terre qui ont les pleins pouvoirs au moment de réaliser leur projet. Enfin, à qui on dit. Ah bah oui, t'ouvres le portefeuille, fais tout ce que tu veux. Tu as carte blanche. Ouais, exactement. Enfin, même et nos limites budget. Exactement. Et en fait, c'est juste que ça existe pas vraiment. On va dire bah non, on le fait pas parce que ou tu vas m'enlever 3 artistes parce que ceci cela parce que ça coûte trop cher. Et en fait, on considère le coût économique, mais jamais le coût global environnemental. Et du coup, c'est juste d'avoir. Je dis pas que. Enfin. Il n'y a pas de réponse unique de se dire ça devrait se faire, ça devrait pas se faire, etc. Il y a des aberrations évidentes, mais il y a surtout le fait de dire mais c'est un critère comme un autre et juste il n'est pas pris en compte le coût global, enfin de réfléchir au coût sur la planète et pas uniquement au coût financier d'un projet ou d'un autre projet, quoi. Oui, c'est clair. Et justement, donc si on est plutôt ambassadeur, en tout cas, on a envie de s'engager. Enfin, je sais que moi personnellement, en fait, quand j'ai appris l'existence de cette association, j'ai eu un peu une épiphanie en mode mais waouh, j'imaginais même pas. Enfin, ça, en fait, ça ne m'était même pas. Ça ne m'avait même pas traversé l'esprit de se dire que des spectacles auxquels j'assiste et que j'adore et qui sont vraiment hyper importants. Je me suis dit mais c'est vrai qu'en fait tous ces artistes qui sont pas de la ville, qui doivent répéter dans d'autres locaux, qui voyagent beaucoup. Bah, puis c'est le modèle du succès, faire ça. Hein. Voilà, en effet, en plus. Et comment en fait, par rapport à ce truc-là, je pense que je suis pas la seule à complètement omettre cet aspect de cette industrie-là. Est-ce qu'il y a des choses en tant que spectateur qu'on peut faire ou éviter de faire si on veut aussi avoir un impact et voilà, contribuer à son échelle? Et peut-être globalement, qu'est-ce que l'association, de manière générale, qu'est-ce que l'association propose ou de manière générale, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour déjà ouvrir les consciences sur ce sujet-là? Bah, c'est un peu, en tant que spectateur, c'est pas du tout notre cible directe, ça c'est sûr. Évidemment que en tant que spectateur, spectatrice, on peut faire attention à pas venir en voiture à un spectacle. Enfin, en fait, à appliquer l'ensemble des choses qui sont déjà de la vie courante, quoi. Enfin, de pas jeter son programme imprimé sur du plastique dans le caniveau. Bon, bah voilà, no news. En fait, les artistes peuvent faire changer les consciences, ça j'en suis persuadée, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des compagnies, plein de compagnies, qui commencent à réfléchir même à leur art est engagé. Je pense à la compagnie de Jérôme Bel, qui est un chorégraphe, qui a décidé, alors je sais pas, il y a quand même un certain temps,
de ne plus faire déplacer les danseurs et danseuses, mais soit lui soit se déplacer, soit faire des Skype avec des danseurs et de recréer ses créations. Donc il a commencé à bosser depuis Paris avec des danseurs de New York, et puis il a refait la création qu'il avait fait à Paris, et puis il a considéré que... Et c'est d'autres danseurs qui s'approprient la création, carrément. Enfin, des danseurs locaux, quoi, qui complètement. s'approprient... Ah oui. Et les gens acceptent ? Oui, complètement. Parce qu'il y a un côté aussi très... je sais pas, très... un peu d'exclusivité, voilà, c'est moi qui ai imaginé cette chorégraphie, donc je veux pas que d'autres se l'approprient. Moi j'imagine après lui il est chorégraphe, donc il a créé la chorégraphie, il décide que il va les faire danser par des danseurs français quand il va être en France, et puis quand il va aller à New York il va la recréer avec d'autres danseurs américains, quoi. Et pareil, lui il a décidé d'arrêter de faire des programmes de salle imprimée, et au début du spectacle il annonce le programme de salle, enfin lui ou un de ses danseurs-danseuses annonce le... Et il y a plein de... Enfin, c'est un cas extrême, et surtout ça va avec son projet artistique, hein, il faut le dire. Mais il y a un document du Shift Project qui reprend des propositions sur la transition du secteur de la culture, et qui rappelle que sans aller jusqu'à changer complètement son projet artistique, comme on dit, prendre le train au lieu de prendre l'avion pour aller à un concert... ça ne change pas le projet, tu vas voir le spectacle à la fin, il est pareil. Et de la même manière, si les décors de l'opéra ils sont construits en matière recyclée, je dis n'importe quoi, au lieu d'un truc de première main, pour toi spectateur ça te change absolument rien, tu vois. Et donc en fait il y a déjà plein de choses qui peuvent être faites avec une transparence absolue, enfin je veux dire ça ne change rien sur l'art en lui-même, le contenu en lui-même. Après comme tu le disais, ça va pas forcément suffire, dans le sens où il y a un modèle du succès qui est de l'artiste qui est un jour à Tokyo, le lendemain à Berlin, le lendemain machin. Déjà, je pense que en interrogeant cet artiste et pour les côtoyer un petit peu, en fait, c'est pas chouette comme mode de vie. Enfin, on s'imagine que c'est trop chouette, en fait, d'être tous les jours à Tokyo. Ouais. Mais en fait, très vite, tu te rends compte que t'as une vie quand même très décousue. Peut-être que certains, ça leur plaît, mais en termes de bien-être et de développement personnel, on n'est pas sur un life goal absolu. Mais on sait pas ça. Enfin, non. Tu vois, de l'extérieur, on s'en doute pas, tu vois. Je pense que certains sont très bien avec, tu vois, je veux dire, avec ce mode de vie, mais je suis pas persuadée que ce soit le cas de tout le monde, tu vois. Ouais. C'est plus subi pour la plupart des gens, je pense. En termes de vie familiale, c'est pas quand même pas très simple, quoi. Et il y a toute la question du temps, quoi. Aujourd'hui, le modèle est il faut créer beaucoup, il faut beaucoup se diffuser, il faut beaucoup jouer, etc. Et en fait... quand tu vas vite et quand tu dois faire les choses vite parce que t'as pas d'argent pour payer les gens plus, tu fais les choses à la va-vite avec des mauvais matériaux, sans réfléchir à d'autres choses. Bon, on s'éloigne un peu de ta question des spectateurs, mais en fait, c'est même la question du modèle du succès qui est à repenser. En fait, ça va plus cette idée de un artiste qui a réussi et donc qui va être financé. C'est celui qui va être dans 3 villes capitales européennes 3 jours de suite, qui va faire des énormes spectacles avec comme si parce que ton décor était immense et que ta jauge était immense, ça voulait dire que ton spectacle était mieux qu'un autre, tu vois. Oui, ça. Et l'idée qu'il faille aller loin, tu vois. Enfin, je veux dire que tu fasses 3 dates en Bourgogne à 3 jours de suite, en fait très bien, mais en fait là on te dit il faut que t'ailles en Australie, quoi, t'as jamais été en Asie pour jouer, mais c'est absolument... Mais t'es nul. Oui, c'est ça, genre en fait, mais comment veux-tu avoir de l'argent avec ça? Et en fait aujourd'hui c'est des critères qui sont hyper importants quand on cherche un financement. Oui, donc on se rend compte qu'en fait c'est vraiment à la source et au financement, au niveau du financement qu'il faut aussi changer ce rapport au succès, ce rapport à la notoriété des artistes et de leurs œuvres, parce que finalement, ce que tu disais, en fait, quelqu'un aura plus d'argent parce que il est déjà connu mondialement. Ouais, c'est un peu un... Enfin, en tout cas, moi, je le vois vraiment comme un truc de la désirabilité, et ça va dans le sens du mainstream, tu vois, en fait... on considère qu'il faut subventionner des choses que les gens vont vouloir aller voir, alors qu'en fait c'est absolument pas le projet de l'art aujourd'hui. En fait, toutes les formes d'art, toutes les formes de spectacle devraient pouvoir coexister. En fait, on devrait pas laisser des pans entiers de certaines esthétiques mourir sous prétexte que personne n'a envie d'aller les voir, ou enfin en plus c'est jamais personne, mais sous prétexte qu'il n'y a pas 1000 personnes qui veulent aller le voir. Ça veut pas dire qu'un spectacle n'a pas le droit d'exister, et aujourd'hui il y a une espèce de polarisation, enfin en tout cas forcément ça va dans le sens d'une polarisation, parce que les subventionnements vont aux projets qui sont visibles, parce qu'il y a du monde, etc., et parce qu'il y a des spectateurs.
Donc ça remet en question toute en effet la logique de financement, mais bon, ça elle est remise en question depuis un certain temps. Et aussi oui quel sujet artistique on veut mettre en scène ou pas, quoi. Oui, mais enfin moi à titre personnel j'ai l'impression que vraiment tout devrait exister. Enfin c'est très utopique, mais je refuse de me dire parce qu'il y a personne c'était un flop ou c'est pas un succès ou ça devrait pas exister, telle esthétique. Enfin en fait mais ça va même ça part même sur une question philosophique de qu'est-ce qui est de l'art et qu'est-ce qui n'est pas de l'art et qu'est-ce qui devrait être financé ou pas. Mais en tout cas on va pas dans la bonne direction aujourd'hui. Je suis pas du tout calée pour mettre les limites comme ça, mais je comprends. Et du coup tu l'as un peu abordé. Une des pistes, c'est quand même aussi de peut-être... Alors, je sais pas s'il faut plus les subventionner ou pas, parce que dans ce cas, c'est aussi des choix esthétiques, mais en tout cas, tu penses que les artistes ont un rôle à jouer aussi, au-delà de l'industrie, mais les artistes, à travers leur création et les messages qu'ils diffusent, toute la symbolique aussi associée à leurs œuvres, ont un rôle à jouer dans ce combat, si on peut dire, sur complètement. l'impact. Bah en fait je pense qu'il y a vraiment une création d'imaginaire. Quand tu lis un livre t'as envie d'être dans un endroit avec le voyage dans la lune, on a eu envie d'aller sur la lune et en fait je suis pas artiste moi-même, donc forcément c'est facile et c'est difficile de se positionner à leur place, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu cette société ça représente toujours un peu une société, quoi, tout ce qu'on met en scène moi pourtant je viens vraiment du domaine de la musique, donc qui est pas forcément figuratif comme art, mais j'ai l'impression qu'il y a la possibilité de proposer quelque chose qui soit désirable et qu'on nous donne envie. Enfin quand on lit un bouquin tu te dis tu rêves d'une société futuriste, etc., grâce à la science-fiction et aux objets connectés. Enfin, tu vois, le développement des robots, tout ça vient on a mis de l'argent là-dedans parce que, ça nous est rêvé, quoi, d'avoir des robots, quoi. Et en fait, pourquoi ça commence un peu, tu vois, à nous faire rêver de vivre devant des super beaux panoramas, dans une nature folle. Et on le voit un peu, et il y a vraiment un rôle pour moi. C'est très flou, tu vois, comme réponse, parce que c'est un sujet qu'il faut quand même que je creuse encore énormément et qui demande beaucoup de lecture philosophique sur le sujet, et je suis loin d'être à ce point-là, et puis on est hyper occupé sur plein de sujets très techniques et très terre-à-terre, et comme comme je sais pas si je le mentionnais, mais en fait on est tous bénévoles, on a tous un travail à côté, donc forcément on se retrouve un peu, pris d'une mission qui nous dépasse, quoi. Mais moi je suis persuadée tellement à faire. Ouais, mais en tout cas je suis persuadée qu'il y a une réponse dans le spectacle vivant et dans l'art de donner à voir des choses, une société plus désirable et un monde en tout cas qui donne envie, et en fait de pouvoir proposer, nous donner envie de vivre dans un truc qui soit plus soutenable, quoi. Justement, ça me fait penser au credo de l'association qui est pas de spectacle vivant sur une planète morte, qui est un petit peu un ton assez alarmiste, assez grave. Est-ce que c'est un choix, et pourquoi vous avez choisi ce credo-là ? En fait, déjà, il y avait l'idée que il fallait qu'on fasse notre part. Je pense que c'était un peu ça l'idée. Si on continue tous comme ça, moi, il y avait vraiment un moment où j'ai été hyper marquée en me disant... tu vois, quand j'étais enfant, je me disais, mes enfants, si j'en ai un jour, eux, ils vivront sur une planète vraiment dégueulasse, mais moi, ça ira, tu vois. Et il y a eu un moment où je me suis dit, mais en fait, non, c'est pour moi aussi que ça va être dégueulasse, quoi. Enfin, en fait, peut-être que dans 10 ans, et sans vouloir être collapsophile, il y avait un côté, en fait, ça va se dégrader beaucoup plus vite que ce que je pensais, tu vois. Et en fait, peut-être qu'on pourra plus prendre l'avion dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Je ne sais pas. Voilà. Mais les trajectoires qui sont mises en avant nous donnent des scénarios plutôt pessimistes, tu vois. Clair. Oui. Et du coup, de se dire, mais en fait, de manière générale, si la planète se meurt, on pourra plus diffuser de la culture, on pourra plus. Agir maintenant, c'est aussi une façon de préserver l'art au futur. Ouais. Et du coup, il y avait un peu un truc en mode, nos métiers ne vont plus exister, en fait, bientôt, parce que, on pourra plus les exercer, parce que, ce sera plus, on voit bien, de toute façon, il y a toujours la culture non essentielle, tu vois, on est en plein dedans, quoi. On est un secteur qui va sauter à partir du moment où il y aura plus de pétrole, il y aura plus de je sais pas quoi, et ça va être les artistes qui vont être les premiers à plus avoir le droit de prendre l'avion, tu vois. Je peux être sûre que le PDG de Total pourra aller visiter ses mines. Lui, il aura le droit d'aller prendre l'avion, tu vois. Mais nous, par contre,
c'est sûr que non, quoi. Et du coup, il y avait un peu ce truc-là. Et puis, il y avait l'association Vivant Mort qui était assez cool. Enfin, qui était assez cool. Qui était un peu... Non, mais enfin, ça n'a pas été un énorme... Ouais, mais en fait, comme je te disais, en fait, au début, on était vraiment... Et même maintenant, on est loin... On n'est pas du tout des experts, quoi. Enfin, les experts, on est vraiment juste... On se réveille un jour, quoi, et puis on lit un truc, et on se dit, ah, mais, ah là là, c'est chaud quand même. Et du coup, on pond des trucs, et puis des fois, ça tombe pas complètement à côté, mais c'est pas forcément important. Moi, je voyais le guide pour l'action, qui était vraiment notre leitmotiv au tout début, quand on a lancé le site internet. On s'est dit, il faut vraiment, ça, c'est vraiment notre pierre ajoutée à l'édifice. Et je retombais dessus il y a pas très longtemps, elle me dit, oh là là, il y a quand même plein de trucs, on va en faire une version 2, là, bientôt, mais du coup, il y a plein de trucs à relire. Enfin, tu vois, même en 6 mois de temps, quand tu te mets dedans, en fait, tu veux plus le fond, quoi. Ouais. Et pareil sur le calculateur, qui est un de nos projets, ça nous semblait pas évident. Et puis là, plus on avance, plus on dit que c'est nécessaire. On veut commencer à faire aussi des rencontres nationales pour l'innovation dans le spectacle vivant, pour justement récompenser les initiatives qui pourraient exister. Puis des rencontres aussi, en fait, pour justement avoir cet éclairage philosophique, en tout cas qui me manque et qui doit nous manquer à pas mal. Et peut-être scientifique aussi. Exactement, ouais. Sur ces sujets-là, pour un peu se donner du grain à moudre et parler un peu mieux que moi de tous ces sujets-là, enfin, de pouvoir un peu baser ça sur des faits un peu plus réels. Avis aux personnes qui veulent s'engager, ils peuvent te contacter ou aller voir directement sur le site internet. Ouais, avec plaisir. On va passer sur des questions peut-être un petit peu plus légères pour quand même revenir au point de départ d'En Aparté, qui est la découverte aussi d'œuvres d'art. Est-ce que toi, de ton côté, tu as des œuvres ou des artistes engagés qui t'ont particulièrement marqué et auxquels tu penses que tu voudrais partager ? C'est un peu compliqué parce que déjà, Arviva est né dans un contexte de pandémie mondiale et depuis, j'ai pas été beaucoup. Oui. Le spectacle vivant nous manque beaucoup. Ouais, carrément. C'est un peu triste, mais là, j'en ai aucun qui me vient. Il y a sûrement plein de choses et tout à l'heure, je vais me dire, mais si, il y avait ça et ça et ça et ça. Il y a plein de livres qui sont trop cool et je pense que... Ouais, en fait, je saurais pas te dire une plus qu'un autre et ce serait dommage du coup. Ça marche. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a un des concerts auxquels tu as assisté dans l'ancienne vie que tu aimerais revivre En fait, c'est très lié à mon travail, mais du coup avec la 5 correspondance, on avait été à Berlin en train juste avant, c'était en février 2020, donc et moi c'était en plus juste avant que je change de poste, donc il y a vraiment une émotion particulière sur ce dernier concert pour moi. Et on a été en train donc depuis Paris pour nous jusqu'à Berlin, donc c'était 8 heures il me semble de train. Et en fait c'est un voyage, quoi. Enfin, du coup tu vas pas du tout de la même manière. Ouais, tu vas pas du tout de la même manière à un concert et du coup il y a en fait t'es dépaysé mais 1000 fois plus quand t'arrives dans la gare de Berlin par le train. Enfin en tout cas moi c'est l'impression que j'ai eue, que quand t'arrives en avion à l'aéroport et que tu prends la navette et machin. Et les musiciens l'ont bien pris oui et non. Enfin, pour eux, c'est fatigant. Forcément, ça a un impact sur leur santé, leur bien-être, leur situation pour chanter, pour jouer, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que le message de ralentir leur va bien, se dire en faire moins mais mieux. Moins mais mieux, c'est-à-dire l'idée de prendre le temps justement de faire des concerts mais de rester plus longtemps sur place, de faire des tournées. En fait ça n'a pas de sens de faire un seul concert à Berlin, mais bon ça rentre pas dans le schéma actuel de financement, donc c'est un peu compliqué. Donc pour l'instant vous allez un peu à contre-courant en espérant que d'autres personnes vous rejoignent et former une vague tous ensemble. Et correspondance ça complètement avance vachement bien dans ce sens-là, et c'est-à-dire qu'au début quand on parlait du coup il y a un an aux musiciens de ça, c'était un nom franc et massif, et genre là je crois qu'ils vont aller à Prague en train et donc les distances sont repoussées un peu plus, et en fait de toute façon c'est toujours un peu, moi je trouve ça très frustrant quand toi t'es à un point A d'être ta réflexion, c'est toujours hyper frustrant. Tu te dis mais comment ça se fait que toi tu y es pas, ou tu te dis pas ça, mais c'est juste que tu comprends pas comment, c'est long en fait de faire venir les gens jusqu'à toi et jusqu'à ton cheminement. Peut-être que tu n'y arrives pas non plus, mais ça prend du temps. En tout cas tu vois que petit à petit il y a une prise de conscience qui peut se faire, et en tout cas par des petites actions. Et puis même à la Grange au Lac, là où j'ai pris mon poste il y a un peu moins d'un an, quand je suis arrivée, c'était pas du tout, il y avait pas de réflexion même entre mes collègues, j'avais pas l'impression qu'il y avait grand chose, et là on commence déjà quand même
pouvoir. Enfin, déjà, je sens qu'il y a quand même un écho parce que, bah oui, les humains, surtout quand on habite à Paris, c'est très bobo, quoi, de se dire, de faire attention, etc. En fait, je sens qu'il y a un petit écho et donc il y a une ouverture. Là, je suis en train de construire une stratégie un peu plus précise, mais en fait, vraiment, j'y crois vraiment au fait que on peut faire bouger les choses dans notre boulot, quoi. Et si on y croit suffisamment et que ça a un sens, en fait, bien au-delà de juste bien faire à la maison, il faut utiliser notre pouvoir de persuasion et en fait être engagé au boulot et être rabat-joie s'il le faut, etc. Mais ça vaut le coup. Bah enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre option. Enfin, surtout sur un sujet comme celui-ci. Enfin, je suis peut-être très défaitiste mais moi, ouais, j'ai vraiment peur, quoi. Enfin, je me dis. Ça va mal finir cette histoire, quoi. Et donc du coup, je me dis bougeons-nous, quoi. Et ça m'embête cette idée de se dire ouais, non, moi je suis bien chez moi, ça va, franchement, je fais le tri, donc ça va. T'acceptes de passer pour la rabat-joie de service parce que tu sais que c'est pour le bien commun. Ouais, après là de plus en plus j'essaie de présenter les choses différemment, tu vois, de pas culpabiliser. Pas que sur la contrainte comme tu disais. Ouais, de pas culpabiliser et puis aussi d'accepter que ça prenne du temps et que c'est pas en disant à quelqu'un qui roule au diesel et qui adore faire des voyages en hélicoptère ou j'en sais rien, quand je lui dis mais t'es vraiment trop nul, qui va te dire ah mais oui t'as raison, tiens, je vais tout changer, tiens, j'ai construit une yourte qui est autonome, c'est génial, et plus merci de m'avoir ouvert les yeux, tu vois. Enfin, c'est que ça demande de la pédagogie, et d'ailleurs c'est un des sujets hyper central aussi qu'on a Arviva sur la question de la formation, et la formation à la pédagogie, c'est comment tu demandais tout à l'heure comment les artistes pouvaient transmettre les choses au public, mais en fait, tous les communicants qui vont autour, et on a d'ailleurs un autre groupe de travail sur ce sujet-là, sur comment tu transmets au public hors moment du spectacle vivant, quand tu arrives dans une salle, quand tu as un site internet, quand tu es dans une compagnie, dans un artiste, comment tu mets en avant ton engagement, et en fait... ne rien changer à son projet artistique, mais mettre en avant son engagement sur la manière de faire, c'est être transparent sur la manière dont tu fais les choses et reconnaître que oui, tu prends l'avion, que tu fais ci, que tu fais ça. C'est pas parfait, mais en fait déjà, ça empêche pas de le faire. Ouais, je pense que déjà le fait de prendre conscience et d'arrêter d'être dans le déni, c'est déjà un bon pas en avant. Moi, je suis assez d'accord. Merci pour ces éclairages. En tout cas, j'espère que ça aura permis d'ouvrir aussi un peu les chakras et la prise de conscience sur ces sujets-là, dont on parle très peu, finalement. C'est vrai qu'on parle de la culture comme le grand oublié aujourd'hui, mais l'écologie, au travers de la culture, peut-être aussi. Et je trouve que c'était un point intéressant, et c'est pour ça que je suis contente de t'avoir reçu sur le podcast. Est-ce que tu veux faire passer un dernier message et... un petit mot de la fin j'espère que ce sera pas trop flou. Non, j'ai pas trop de... suivez Arviva, parlez-en autour de vous. Si vous avez des gens qui travaillent dans le spectacle vivant, on serait heureux d'accompagner. Et puis, si vous avez de l'argent à nous donner, n'hésitez pas. Cherchez des mécènes. On cherche surtout des financements. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne, quel modèle économique on a envie de mettre en avant. On cherche beaucoup des financements publics actuellement pour développer nos projets. Ok. Des mécènes aussi, mais pas n'importe qui, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes de chez Total et que vous avez de l'argent, restez chez vous. Merci. Le message est clair. Et merci beaucoup, Solveig. Merci beaucoup à toi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, qu'avez-vous pensé de ce premier hors-série ? Vous vous en doutez, comme tout nouveau test de format, je suis très preneuse de vos retours pour savoir si ça vous a plu et si ça vous intéresse d'entrer dans les coulisses des arts, non pas du point de vue de l'artiste comme je le fais d'habitude, mais aussi du point de vue d'un acteur du secteur culturel et artistique. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire et en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast ou en m'écrivant sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou LinkedIn sur le compte en.aparté.podcast. Je serais vraiment ravie de poursuivre cette discussion avec vous. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur Arviva, vous pouvez aller consulter leur site internet et contacter Solveig. Je vous mets le lien de son compte LinkedIn ainsi que le site de l'association dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour de nouvelles conversations en aparté.